Cela se produit à nouveau, le monde semble être au bord d'un conflit nucléaire généralisé. Moscou est en état d'alerte maximale depuis que le président Joe Biden a autorisé Kiev à tirer des missiles à longue portée contre la Russie. 2 jours après cette décision, le président russe Vladimir Poutine a signé une nouvelle politique nucléaire effrayante. Elle a abaissé le seuil d'utilisation du deuxième plus grand arsenal nucléaire du monde et a même autorisé l'utilisation d'armes nucléaires en représailles à des missiles conventionnels si les puissances nucléaires soutenaient les attaques. Poutine a fait dégénérer la situation en faisant une démonstration de force spectaculaire comme si cela ne suffisait pas. La Russie aurait tiré le 21 novembre le missile balistique hypersonique Oreshnik sur Dnipro, la 4e plus grande ville d'Ukraine. Le sujet a été mis en exergue dans l'allocution télévisée passionnée de Poutine ce jour-là. Toute escalade ou menace contre la Russie serait suivie d'une réponse dévastatrice. Ces déclarations ne sont évidemment guère surprenantes, étant donné que la Russie menace d'utiliser des armes nucléaires depuis son invasion de l'Ukraine en 2022. Mais la vérité est que malgré toutes les menaces et les bruits de sabre, Poutine est parfaitement conscient que l'utilisation d'armes nucléaires ne mènerait qu'à la destruction de la Russie. La raison en est expliquée dans cette vidéo. En bref, la Russie fait plus de bruit que de morsures lorsqu'il s'agit de ses armes nucléaires. De plus, elle est loin de la force imparable que le Kremlin veut insuffler au monde si on la compare aux capacités combinées des États-Unis et de l'OTAN. Examinons pourquoi les menaces de Poutine sont inefficaces en regardant derrière le rideau de fumée. Selon l'Arms Control Association, la Russie possède 580 armes nucléaires, soit près de 46% de toutes les ogives nucléaires dans le monde. C'est seulement 1,5% de moins que les États-Unis, qui possèdent 5748 des 12 100 armes nucléaires dans le monde. Sur le papier, les capacités nucléaires des États-Unis et de la Russie semblent presque comparables. Les données ne donnent toutefois pas une image complète. Après tout, avant l'invasion de l'Ukraine, la Russie était considérée par beaucoup comme la deuxième armée la plus puissante du monde après les États-Unis. Le conflit en Ukraine a toutefois révélé une toute autre réalité. Malgré sa force, l'armée russe se caractérise par son inefficacité, son matériel obsolète et son soutien logistique insuffisant. L'arsenal nucléaire du pays est confronté au même problème. La Russie dispose peut-être d'un arsenal considérable d'ogives nucléaires, mais un examen plus approfondi révèle que nombre de ces armes sont des artefacts obsolètes datant de l'époque soviétique. En outre, il ne s'agit pas seulement d'une théorie du complot. Selon la Federation of American Scientists, au moins 1200 des 5580 ogives ont déjà été retirées du service. Elles n'ont plus qu'à attendre d'être démantelées. L'arsenal nucléaire russe ne vieillit pas seulement en termes d'armes, l'infrastructure de soutien est également en mauvais état, sans parler de l'absence totale de maintenance moderne. Mais comment cela est-il possible? L'Union soviétique était très fière de son programme nucléaire. Comment en est-on arrivé là? La solution est simple, une corruption extrême. C'est le principal problème fondamental qui hante l'armée conventionnelle russe et qui a conduit à l'erreur de jugement catastrophique de Poutine en Ukraine. La Russie a une longue histoire de détournement de fonds destinés à des équipements militaires importants, ne laissant derrière elle qu'une démonstration de force. On pense toutefois que l'Union soviétique, même au sommet de sa puissance, a exagéré ses capacités nucléaires. Selon des rapports fiables, cela devait forcer les États-Unis à dépenser des sommes excessives pour des contre-mesures. Selon les rumeurs, certains des missiles nucléaires exhibés lors des défilés soviétiques n'étaient que des coquilles vides déplacées pour donner l'impression d'un arsenal imbattable. L'arsenal nucléaire russe n'est peut-être pas aussi puissant qu'il y paraît aujourd'hui, la corruption étant généralisée dans tout le pays. La façade est également moins solide cette fois-ci. Prenons le cas du tritium. Le tritium est un isotope radioactif de l'hydrogène et un composant essentiel des armes nucléaires. Comme le tritium se désintègre continuellement dans une ogive, il doit être remplacé tous les 5 à 10 ans. Le coût du remplacement d'un isotope de tritium se situe entre 30 € et 200 $. Américains. La tentation de garder cet argent est toutefois grande si l'on considère que le salaire annuel moyen d'un lieutenant russe n'est que d'environ 11 000 $ US. Il s'agit là d'une grave faiblesse. En raison d'un remplacement défectueux de composants essentiels tels que le tritium, l'arsenal nucléaire pourrait être beaucoup plus décimé que personne ne l'admet. Cependant, la Russie n'a pas tiré ou testé ses armes depuis plus de 30 ans, c'est donc le seul moyen de le vérifier. De plus, c'est une longue période pendant laquelle quelque chose d'aussi important que des armes nucléaires n'a pas été testé. 30 ans, mais pour la Russie, ce n'est pas nouveau. La négligence systématique de l'arsenal nucléaire russe se poursuit, même si l'on met la corruption de côté.
Pour maintenir un arsenal nucléaire de cette ampleur, il était nécessaire de moderniser les infrastructures et les capacités requises. En outre, la Russie disposait déjà d'un arsenal nucléaire mal entretenu, hérité de l'ancienne Union soviétique. Le fait que la Russie ait en grande partie échoué à moderniser cet arsenal nucléaire et qu'elle s'appuie à la place sur des armes fabriquées il y a des décennies n'aide sans aucun doute pas. C'est comme essayer de gagner une guerre moderne avec des chars soviétiques obsolètes. Cela ne vous semble-t-il pas familier? Mais regardons cela de plus près. En 2021, les États-Unis ont dépensé près de 50 milliards de dollars rien que pour l'entretien de leur arsenal nucléaire. En revanche, la Russie a dépensé plus de 65 milliards de dollars américains la même année. Cet argent n'a toutefois pas été utilisé uniquement pour les armes nucléaires. Il a été investi dans tous les secteurs de l'armée russe, y compris l'armée de l'air, la marine, l'armée de terre, la recherche et le développement, la logistique, etc. En fait, le budget total alloué à l'armée russe est presque comparable au montant dépensé par les États-Unis pour leurs armes nucléaires. La différence est toujours flagrante, même si l'on prend en compte des données plus récentes. Dans le cadre de leur budget de défense de 850 milliards de dollars demandés pour l'année budgétaire 2025, les États-Unis ont alloué 69 milliards de dollars au fonctionnement, à l'entretien et à la mise à niveau des armes nucléaires. Cela représente une augmentation de 22% par rapport au budget de l'année budgétaire 2024. En revanche, la Russie prépare un budget de défense record pour 2025 dans lequel jusqu'à un tiers de toutes les dépenses de l'État seront consacrées à l'armée. Ce budget ne s'élève toutefois qu'à environ 126 milliards de dollars US, alors que toute l'économie russe est orientée vers la guerre. Et une fois de plus, le programme nucléaire russe ne sera pas la seule utilisation de ces 126 milliards de dollars. La Russie doit maintenir une force armée qui a été fortement affaiblie par le conflit prolongé en Ukraine. En outre, on peut s'attendre à ce qu'une grande partie de l'augmentation du budget de la défense russe soit consacrée à l'approvisionnement de ses troupes conventionnelles, étant donné qu'elle a subi des pertes dévastatrices en termes d'armes et d'équipements. Dans le meilleur des cas, il ne restera pas grand-chose pour l'infrastructure nucléaire, la modernisation et l'entretien. La situation réelle est donc très différente, même s'il semble que les États-Unis et la Russie disposent d'un nombre comparable d'armes nucléaires. Les États-Unis investissent des milliards dans leur arsenal afin de maintenir leurs armes à jour, fiables et opérationnelles. En revanche, la Russie a du mal à réunir suffisamment d'argent pour maintenir ne serait-ce qu'une apparence d'équivalence. En fin de compte, une grande partie de l'arsenal nucléaire russe est maintenue par la simple force de la volonté et du désespoir. Comme nombre de ces bombes atomiques sont depuis longtemps obsolètes, la majorité d'entre elles ne seront pas opérationnelles dans une véritable confrontation. En d'autres termes, la capacité opérationnelle réelle de la Russie est bien inférieure à ce que les chiffres laissent entendre. Pourquoi donc s'inquiète-t-on autant des capacités nucléaires de la Russie ? Pour répondre à cette question, nous devons examiner les aspirations nucléaires de l'Union soviétique. Cela nous permettra également de mieux comprendre l'ampleur du déclin des capacités nucléaires de la Russie. L'archipel de Novaya Zemlya dans l'océan Arctique est un véritable cas d'école sur la puissance qui caractérisait autrefois l'Union soviétique. Bien qu'il s'agisse de l'un des endroits les plus attaqués de la planète, ni l'Union soviétique ni les adversaires de la Russie n'ont jamais lâché une seule bombe sur Novaya Zemlya. Chaque explosion, chaque nuage de champignons enflammés qui s'est enfoncé dans le ciel est venu de l'intérieur. Situé dans la région la plus septentrionale de la Russie, cet archipel arctique a servi de décor aux démonstrations les plus spectaculaires de l'Union soviétique dans le domaine de l'énergie nucléaire. Pendant la guerre froide, plus de 220 essais nucléaires y ont été effectués, libérant une quantité d'énergie incroyable de 265 mégatonnes de TNT. À titre de comparaison, seuls 2 à 5 mégatonnes d'explosifs ont été utilisés au total pendant la Seconde Guerre mondiale, y compris les bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Les tests de l'Union soviétique sur Novaya Zemlya étaient donc plus qu'un simple spectacle. En réalité, il s'agissait d'une course à l'armement où les limites des armes nucléaires étaient testées afin d'assurer la suprématie. La tristement célèbre explosion de la Tsar Bomba le 30 octobre 1961 est l'un des tests les plus connus effectués à Novaya Zemlya. Ce dispositif d'une puissance de 50 mégatonnes reste la plus grande et la plus puissante bombe atomique jamais déclenchée. Si cette bombe monstrueuse explosait par exemple un jour au-dessus de Washington DC, plus de 2,2 millions de personnes seraient tuées. Et cela ne concerne que la bombe qui a explosé. À l'origine, une bombe de 100 mégatonnes était prévue. On comprend donc pourquoi la Tsar Bomba est devenue le symbole de l'énorme puissance nucléaire et des capacités nucléaires mortelles de l'Union soviétique. En outre, la bombe a eu une influence durable sur les campagnes de propagande en Union soviétique et
plus tard en Russie. Et pourquoi pas, le champignon atomique généré par la bombe a atteint une hauteur étonnante de 64 km, bien plus que le mont Everest. L'onde de choc et le rayon de l'explosion ont provoqué une dévastation sans précédent. Des fenêtres ont été brisées jusqu'à une distance de 1000 km et des bâtiments en bois ont été entièrement détruits dans un rayon de 160 km. Tout être vivant dans un rayon de 62 miles aurait pu être brûlé au 3e degré par le rayonnement thermique extrêmement élevé de la bombe. Même après que l'onde de choc ait fait 3 fois le tour de la Terre, l'explosion a déclenché une activité sismique équivalente à un tremblement de terre de magnitude 5 qui a été ressenti dans le monde entier. La Tsar Bomba était 10 fois plus explosive que toutes les armes conventionnelles utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale et 1570 fois plus puissante que les bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Cette redoutable protestation a contribué à l'augmentation des tensions pendant la guerre froide et à l'inquiétude qui a traversé la majeure partie de la géopolitique mondiale au XXe siècle. La Russie a cependant toujours plus à offrir qu'il n'y paraît au premier abord. Même si la taille et la puissance de la Tsar Bomba sont indéniables, elle n'a fondamentalement aucune valeur en tant qu'arme de guerre. La bombe pesait 27 tonnes et mesurait 26 pieds tout de long, ce qui la rendait trop grande pour être transportée par des systèmes de missiles balistiques conventionnels. Seul un bombardier soviétique Tu-95 spécialement modifié était en mesure de transporter la bombe. Le bombardier serait une cible facile pour la défense ennemie si le même mécanisme de transport avait lieu aujourd'hui, avant même d'atteindre l'espace aérien ennemi. Le jet avec la bombe Tsar à bord serait abattu ou intercepté. En d'autres termes, la bombe exploserait au-dessus de la Russie. En réalité, la Russie a réduit la puissance explosive de 100 à 50 mégatonnes par crainte que quelque chose de terrible ne tourne mal. La raison principale de la réduction de moitié de ce chiffre effrayant était la diminution de la possibilité d'une retombée radioactive qui aurait pu être si grave qu'elle aurait mis en danger les habitants et éventuellement provoqué une catastrophe environnementale. Par conséquent, l'arme nucléaire la plus puissante de Russie constituerait en fin de compte une plus grande menace pour la Russie que n'importe quel autre adversaire. Cela vaut également pour toutes les armes nucléaires du pays. En fin de compte, la Russie a une longue histoire au cours de laquelle elle a fait exploser ses propres ressources plutôt que d'attaquer des adversaires à l'étranger. Un cratère de 200 pieds de large est resté lorsque les missiles intercontinentaux de la Russie, dangereusement connus sous le nom de Satan II, ont récemment, plus précisément fin septembre 2024, échoué de manière catastrophique lors d'un lancement d'essai. L'éventualité de panne des armes nucléaires russes n'est pas nouvelle. L'Union soviétique, son prédécesseur, a connu une série de quasi-accidents qui ont montré à quel point les choses pouvaient être dangereuse. Pensez à la tristement célèbre explosion d'un sous-marin soviétique le 3 octobre 1986, une explosion dans l'un des tubes d'un sous-marin équipé de missiles balistiques soviétiques et transportant 16 missiles à tête nucléaire a provoqué un incendie interne. Le sous-marin a été gravement endommagé, a coulé à 18,0 pieds dans l'océan et 5 membres d'équipage ont perdu la vie. Les aspirations nucléaires de l'Union soviétique représentaient un risque considérable pour ceux qui manipulaient ces armes, comme le rappelait cette mésaventure. De plus, ces armes pouvaient facilement mettre en danger la vie de ceux qu'elles étaient censées défendre. Pendant la guerre froide, le risque d'une catastrophe nucléaire auto-infligée existait. La crise de Cuba en est l'un des exemples les plus terribles. En 1962, les Soviétiques ont envoyé 4 sous-marins dotés de l'arme nucléaire dans les eaux cubaines. Le capitaine de l'un des sous-marins a cru qu'ils étaient attaqués et a failli lancer une contre-attaque nucléaire lorsque des soldats américains ont largué des explosifs de faible puissance pour faire remonter les sous-marins à la surface. Le monde aurait pu être à 2 doigts d'une guerre nucléaire si un autre officier n'avait pas conseillé au capitaine d'attendre que les ordres arrivent de Moscou. Même après l'effondrement de l'Union soviétique, les pannes nucléaires se sont poursuivies. Un quasi-incident particulièrement remarquable s'est produit au début des années 1980. En 1983, un moment de tension s'est produit après qu'un satellite d'alerte précoce soviétique a signalé à tort que 5 missiles Minuteman américains avaient été lancés. Les États-Unis n'auraient jamais lancé 5 missiles, c'est pourquoi le lieutenant-colonel Stanislav Petrov, responsable du suivi des données du satellite, a trouvé l'annonce étrange. Il a pris la décision fatale d'ignorer l'avertissement et d'informer ses supérieurs qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Le résultat aurait pu être catastrophique s'il n'avait pas suivi son instinct et pris le temps de vérifier les informations. Bien que sa décision aurait pu éviter un conflit nucléaire à grande échelle, elle a également été un avertissement désabusé qu'une erreur ou une mauvaise décision peut rapidement conduire à une catastrophe. Malheureusement, le reste du commandement militaire russe actuel n'est pas vraiment connu pour son calme ou son bon jugement. Il est donc facile de voir comment une petite erreur dans la
la chaîne de commandement, un missile défectueux ou même un autre mauvais avertissement pourrait mener à une catastrophe. Une catastrophe pour la Russie en premier lieu. En effet, la Russie n'a aucune idée de l'efficacité des armes nucléaires qu'elle a développées. Le pays vient de recommencer des essais nucléaires subcritiques et qui sont toutefois très différents des essais complets de l'Union soviétique. Plutôt que d'améliorer les capacités de la Russie, l'objectif principal de ces expériences est de maintenir un certain niveau de préparation nucléaire en faisant détonner de petites quantités de matière nucléaire qui n'explosent pas complètement. Ces essais à petite échelle ont repris, ce qui indique un schéma plus large de sous-financement et de négligence dans le programme nucléaire russe. Les autorités russes modernes se concentrent davantage sur la réparation de systèmes obsolètes que sur le développement de la technologie nucléaire, alors que les ingénieurs et scientifiques soviétiques repoussent constamment les limites du possible. La Russie dépend donc de plus en plus d'armes nucléaires tactiques et de petite taille. Ce n'est qu'un vœu pieux que de disposer d'un arsenal nucléaire bien ficelé comprenant d'énormes missiles intercontinentaux, des missiles balistiques lancés depuis des sous-marins et des bombardiers sophistiqués à longue portée. Ces armes révolutionnaires, capable de détruire des villes entières et de changer la géopolitique, était l'objectif ultime de l'Union soviétique. Ce changement de centre de gravité est très révélateur. Il est le signe qu'un pays donne la priorité aux avantages militaires à court terme plutôt qu'à la domination nucléaire à long terme. Même la manière dont on parle des capacités nucléaires de la Russie a changé pendant la guerre froide. Les fonctionnaires soviétiques se vantaient de leur puissance nucléaire et la considéraient comme leur principale arme diplomatique. L'un des aspects de l'image internationale de l'Union soviétique était la taille et la force perçue de son arsenal. De nos jours, cependant, les autorités russes les sont beaucoup plus réticentes à parler d'armes nucléaires, presque comme s'il s'agissait d'un oubli. Ainsi, leurs menaces d'armes nucléaires en Ukraine ont moins été présentées comme faisant partie d'un plan cohérent à long terme que comme un moyen de se défendre contre de prétendues menaces existentielles. Le discours sur les armes nucléaires de la Russie s'est déplacé de la satisfaction de sa supériorité à la demande de reconnaissance. Les menaces nucléaires de Poutine depuis le début de l'invasion de l'Ukraine n'avaient qu'un seul objectif, faire pression sur l'Occident pour qu'il réduise son engagement en Ukraine. Malgré toute sa rhétorique, Poutine n'a toutefois jamais mis une seule menace à exécution. C'est ici qu'intervient un autre tournant. En plus de 2 décennies de mandat, Poutine n'a jamais fait exploser de bombes nucléaires. Le dernier essai nucléaire a eu lieu environ 10 ans avant l'entrée en fonction de Poutine, en 1985. On pourrait penser qu'il a lui-même développé et testé des armes nucléaires, compte tenu de ses fréquentes menaces de les utiliser. Mais en réalité, Poutine ne fait que parler et ne fait rien. Poutine a passé tellement de temps à parler et si peu de temps à agir que l'Occident s'est complètement désintéressé de lui. Cette histoire est l'exemple typique d'un garçon qui n'arrêtait pas de crier « au loup ». Les fonctionnaires occidentaux ont à chaque fois relevé un peu le seuil et ont littéralement appris à marcher sur le fil du rasoir sans le franchir. C'est pourquoi l'Occident continue d'augmenter son aide à l'Ukraine malgré les déclarations de plus en plus agressives de Poutine. Ainsi, le 3 décembre, l'administration Biden a promis 725 millions de dollars d'aide à l'Ukraine, dont des armes anti-drones, des obus d'artillerie, des munitions de missiles HIMARS à longue portée, des missiles anti-chars et des missiles anti-aériens Stinger. Cela devrait montrer à quel point les menaces nucléaires de Poutine ont intimidé l'Occident. Poutine s'efforce toutefois de sauver son pouvoir et sa seule option, c'est la menace nucléaire. Il ne semble toutefois pas comprendre que plus il menace, plus sa position s'affaiblit. Le monde s'habitue justement à l'ignorer. L'explication est évidente. Poutine aurait entre-temps utilisé des armes nucléaires s'il l'avait vraiment voulu. De nombreux experts partagent ce point de vue, comme John Irath du Center for Arms Control and Non-Proliferation. Comme il devrait être clair, la confiance de Poutine dans les armes nucléaires de la Russie est loin d'être assurée. Il existe un risque réel que de nombreuses armes russes ne fonctionnent pas comme prévu en raison de la corruption généralisée au sein des forces armées du pays et du manque d'entretien de l'arsenal nucléaire. La Russie a 2 possibilités à la place. Premièrement, la Russie fait une tentative infructueuse de frappe nucléaire, mais cette tentative entraînerait déjà une confrontation généralisée avec l'OTAN, ce qui signifierait la chute de la Russie. Deuxièmement, la Russie ne sera pas en mesure de maintenir un échange de frappes nucléaires à long terme, même si la première frappe est un succès. Il est probable qu'elle utiliserait immédiatement ses armes nucléaires les plus efficaces, empêchant ainsi une deuxième attaque décisive.
La deuxième, la troisième et la quatrième frappe pourraient toutefois être effectuées par les États-Unis et l'OTAN. Vous avez vu le tableau. Dans les deux cas, la Russie est vouée à la destruction. Le principe de la politique nucléaire pendant la guerre froide, la soi-disant destruction mutuellement assurée, a été constamment discuté. On partait du principe qu'aucun des deux camps ne se lancerait dans une guerre nucléaire car tous deux seraient entièrement détruits. Mais à l'heure actuelle, cette destruction potentielle semble être plus inégalement répartie et Poutine sait sans aucun doute que l'utilisation d'armes nucléaires signifierait la fin de sa nation. Le danger n'en vaut tout simplement pas la peine, même si nous excluons les États-Unis et l'OTAN, cela reste vrai, il n'y a pas d'avantage militaire évident, même si des armes nucléaires tactiques sont utilisées en Ukraine. Sans les effets à long terme des radiations, la Russie peut déjà utiliser des armes conventionnelles qui peuvent causer des dommages considérables pour frapper les infrastructures en Ukraine. Une attaque nucléaire contaminerait dangereusement la région, la rendant inhabitable et mettant en danger les troupes russes à proximité. L'utilisation d'une arme qui fait plus de mal à son propre camp qu'à l'adversaire n'est tout simplement pas une stratégie militaire raisonnable. En fin de compte, l'utilisation d'armes nucléaires n'apporterait aucun avantage stratégique, même si le risque d'escalade nucléaire est réel et fait partie du plan de Poutine pour rester au pouvoir. Le seul résultat serait de rayer la Russie de la carte. En raison de cette terrible réalité, l'arsenal nucléaire de la Russie n'est pas une véritable option militaire, mais plutôt un moyen de dissuasion et une source de terreur. Poutine préférerait continuer à manier le sabre plutôt que de prendre le risque de déclencher une guerre nucléaire dont les conséquences seraient dévastatrices. Toutefois, Poutine ne sait pas ce qu'il doit faire. Ce qui aurait dû être une opération militaire de 3 jours a finalement coûté à la Russie 1000 jours d'humiliation. Dans ce contexte, pensez-vous que Poutine utiliserait des armes nucléaires, même si cela signifiait la destruction de la Russie? Ou pensez-vous qu'il est trop conscient des conséquences inévitables pour entreprendre une action aussi audacieuse? Essaie-t-il désespérément de s'accrocher au peu de pouvoir qu'il lui reste en faisant constamment claquer son sabre? Ou pense-t-il vraiment que sa seule option est l'escalade nucléaire? N'hésitez pas à nous faire part de votre opinion dans l'espace réservé aux commentaires ci-dessous.